Bonsoir à tous et bienvenue sur C8. Ravie de vous retrouver pour une lecture pleine d'aventures ce soir puisque je poursuis l'île mystérieuse de Jules Verne, ce génie des romans d'aventure. Alors, quelle est l'histoire? Eh bien, nous avons fait la connaissance des 5 personnages qui sont... ils ont en fait atterri sur une île mystérieuse après une chute de ballon. Et cette île renommée Lincoln, alors il se pose plein de questions évidemment, il commence à l'explorer. Est-ce que c'est une île? Est-ce que c'est un continent? C'est très important pour eux pour évidemment savoir s'ils vont rencontrer d'autres humains, s'il y a de la vie sur cet espace. Et c'est pourquoi ils décident d'aller explorer ce cône, enfin cette montagne qu'ils appellent le cône, pour avoir une vue d'ensemble. C'est ce qu'ils vont faire dès à présent. Nous sommes au chapitre 9, première partie, l'île mystérieuse. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN. Il faut espérer aussi que cette île, si c'en est une, ne sera pas précisément située en dehors de la route des navires. Ce serait là véritablement jouer de malheur. Nous ne saurons à quoi nous en tenir qu'après avoir fait, et avant tout, l'ascension de la montagne, répondit l'ingénieur. Mais demain, monsieur Cyrus, demanda Harbert, serez-vous en état de supporter les fatigues de cette ascension? Je l'espère, répondit l'ingénieur, mais à la condition que maître Pencroff et toi, mon enfant, vous montriez chasseur intelligent et adroit. Monsieur Cyrus, répondit le marin, puisque vous parlez de gibier, si à mon retour j'étais aussi certain de pouvoir le faire rôtir, que je suis certain de le rapporter, rapportez toujours, Pencroff, répondit Cyrus Smith. Il fut donc convenu que l'ingénieur et le reporter passeraient la journée aux cheminées, afin d'examiner le littoral et le plateau supérieur. Pendant ce temps, Nab, Harbert et le marin retourneraient à la forêt. Ils renouvelleraient la provision de bois et feraient main basse sur toute bête de plume ou de poil qui passerait à leur portée. Ils partirent donc vers 10 heures du matin, Harbert confiant, Nab joyeux, Pencroff murmurant à part, lui, « Si à mon retour je trouve du feu à la maison, c'est que le tonnerre en personne sera venu l'allumer. » Tous trois remontèrent la berge et, arrivés au coude que formait la rivière, le marin, s'arrêtant, dit à ses 2 compagnons. « Commençons-nous par être chasseurs ou bûcherons ?»« Chasseurs, répondit Harbert. Voilà déjà Top qui est en quête. »« Chassons donc, reprit le marin. Puis nous reviendrons ici faire notre provision de bois. » Cela dit, Harbert, Nab et Pencroff, après avoir arraché 3 bâtons au tronc d'un jeune sapin, suivirent Top qui bondissait dans les grandes herbes. Cette fois, les chasseurs, au lieu de longer le cours de la rivière, s'enfoncèrent plus directement au cœur même de la forêt. C'est toujours les mêmes arbres, appartenant pour la plupart à la famille des pins. En de certains endroits, moins pressés, isolés par bouquets, ces pins présentaient des dimensions considérables et semblaient indiquer, par leur développement, que cette contrée se trouvait plus élevée en latitude que ne le supposait l'ingénieur. Quelques clairières hérissées de souches rongées par le temps étaient couvertes de bois mort et formaient ainsi d'inépuisables réserves de combustible. Puis, la clairière passée, le taillis se resserrait et devenait presque impénétrable. Se guider au milieu de ces massifs d'arbres, sans aucun chemin frayé, était chose assez difficile. Aussi le marin, de temps en temps, jalonnait-il sa route en faisant quelques brisées qui devaient être aisément reconnaissables. Mais peut-être avait-il eu tort de ne pas remonter le cours d'eau, ainsi qu'Harbert et lui avaient fait pendant leur première excursion. Car après 1 heure de marche, pas un gibier ne s'était encore montré. Top, en courant sous les basses ramures, ne donnait l'éveil qu'à des oiseaux qu'on ne pouvait approcher. Les couroucous eux-mêmes étaient absolument invisibles et il était probable que le marin serait forcé de revenir à cette partie marécageuse de la forêt, dans laquelle il avait si heureusement opéré sa pêche au tétras. « Et Pencroff, dit Nab d'un ton un peu sarcastique, si c'est là tout le gibier que vous avez promis de rapporter à mon maître, il ne faudra pas grand feu pour le faire rôtir. »« Patience, Nab, répondit le marin, ce n'est pas le gibier qui manquera au retour. »« Vous n'avez donc pas confiance en monsieur Smith ? » ?»« Si,
Mais vous ne croyez qu'il ne fera pas du feu. Je le croirai quand le bois flambera dans le foyer. Il flambera puisque mon maître me l'a dit. Nous verrons. Cependant, le soleil n'avait pas encore atteint le plus haut point de sa course au-dessus de l'horizon. L'exploration continua donc et fut utilement marquée par la découverte qu'Harbert fit d'un arbre dont les fruits étaient comestibles. C'était le pin pignon qui produit une amande excellente, très estimée dans les régions tempérées de l'Amérique et de l'Europe. Ces amandes étaient dans un parfait état de maturité et Harbert les signala à ses 2 compagnons qui s'en régalèrent. « Allons, dit Pencroff, des algues en guise de pain, des moules crues en guise de chair et des amandes pour dessert. Mais voilà bien le dîner de gens qui n'ont plus une seule allumette dans leur poche. »« Il ne faut pas se plaindre, répondit Harbert. »« Je ne me plains pas, mon garçon, répondit Pencroff. Seulement je répète que la viande est un peu trop économisée dans ce genre de repas. »« Top a vu quelque chose, s'écria Nab, qui courut vers un fourré, au milieu duquel le chien avait disparu en aboyant. Aux aboiements de Top se mêlaient des grognements singuliers. Le marin et Harbert avaient suivi Nab. S'il y avait là quelques gibiers, ce n'était pas le moment de discuter. Comment pourrait-on le faire cuire? Mais bien comment on pourrait s'en emparer? Les chasseurs, à peine entrés dans le taillis, virent Top aux prises avec un animal qu'il tenait par une oreille. Ce quadrupède était une espèce de porc long de 2 pieds et demi environ, d'un brun noirâtre, mais moins foncé au ventre, ayant un poil dur et peu épais, et dont les doigts, alors fortement appliqués sur le sol, semblaient réunis par des membranes. Harbert crut reconnaître en cet animal un cabiai, c'est-à-dire un des plus grands échantillons de l'ordre des rongeurs. Cependant, le cabiai ne se débattait pas contre le chien. Il roulait bêtement, ses gros yeux profondément engagés dans une épaisse couche de graisse. Peut-être voyait-il des hommes pour la première fois. Cependant, Nab, ayant assuré son bâton dans sa main, allait assommer le rongeur quand celui-ci, s'arrachant aux dents de Top, qui ne garda qu'un bout de son oreille, poussa un vigoureux grognement, se précipita sur Harbert, le renversa à demi et disparut à travers bois. « Ah, le gueux !» s'écria Pencroff. Aussitôt, tous 3 s'étaient lancés sur les traces de Top, et au moment où il allait le rejoindre, l'animal disparaissait sous les eaux d'une vaste marée, ombragée par de grands pins séculaires. Nab, Harbert, Pencroff s'étaient arrêtés, immobiles. Top s'était jeté à l'eau, mais le cabiai caché au fond de la mare ne paraissait plus. « Attendons, dit le jeune garçon, car il viendra bientôt respirer. »« Ne se noiera-t-il pas ?» demanda Nab. « Non, répondit Harbert, puisqu'il a les pieds palmés et c'est presque un amphibie. Mais guettons-le. » Top était resté à la nage. Pencroff et ses 2 compagnons allèrent occuper chacun un point de la berge afin de couper toute retraite au cabiai que le chien cherchait en nageant à la surface de la mare. Harbert ne se trompait pas. Après quelques minutes, l'animal remonta au-dessus des eaux. Top, d'un bond, fut sur lui et l'empêcha de plonger à nouveau. Un instant plus tard, le cabiai, traîné jusqu'à la berge, était assommé d'un coup de bâton de Nab. « Hurrah !» s'écria Pencroff, qui employait volontiers ce cri de triomphe. « Rien qu'un charbon ardent et ce rongeur sera rongé jusqu'aux os. » Pencroff chargea le cabiai sur son épaule et, jugeant à la hauteur du soleil qu'il devait être environ 2 heures, il donna le signal du retour. L'instinct de Top ne fut pas inutile aux chasseurs qui, grâce à l'intelligent animal, purent retrouver le chemin déjà parcouru. Une demi-heure après, ils arrivaient au coude de la rivière. Ainsi qu'il l'avait fait la première fois, Pencroff établit rapidement un train de bois, bien que faute de feu, cela lui sembla une besogne inutile, et le train suivant le fil de l'eau, on revint vers les cheminées. Mais le marin n'en était pas à 50 pas qu'il s'arrêtait, poussait de nouveau un « hurrah » formidable et en tendant la main vers l'angle de la falaise. « Harbert, Nab, voyez !» Une fumée s'échappait et tourbillonnait au-dessus des roches. Chapitre 10.
Quelques instants après, les 3 chasseurs se trouvaient devant un foyer pétillant. Cyrus Smith et le reporter étaient là. Pencroff les regardait l'un et l'autre, sans mot dire, son cabiai à la main. « Eh bien oui, mon brave !» s'écria le reporter. « Du feu ! Du vrai feu qui rôtira parfaitement ce magnifique gibier dont nous nous régalerons tout à l'heure. »« Mais qui a allumé ?» demanda Pencroff. « Le soleil. » La réponse de Gédéon Spilett était exacte. C'était le soleil qui avait fourni cette chaleur dont s'émerveillait Pencroff. Le marin ne voulait pas en croire ses yeux, et il était tellement ébahi qu'il ne pensait pas à interroger l'ingénieur. « Vous aviez donc une lentille, monsieur ?» demanda Harbert à Cyrus Smith. « Non, mon enfant, » répondit celui-ci, « mais j'en ai fait une. » Et il montra l'appareil qui lui avait servi de lentille. C'était tout simplement les 2 verres qu'il avait enlevés à la monture du reporter et à la sienne. Après les avoir remplis d'eau et rendu leur bord adhérent au milieu d'un peu de glaise, il s'était ainsi fabriqué une véritable lentille qui, concentrant les rayons solaires sur une mousse bien sèche, en avait déterminé la combustion. Le marin considéra l'appareil, puis il regarda l'ingénieur sans prononcer un mot. Seulement son regard en disait long. Si pour lui, Cyrus Smith n'était pas un dieu, c'était assurément plus qu'un homme. Enfin, la parole lui revint et il s'écria. « Notez cela, monsieur Spilett, notez cela sur votre papier. »« C'est noté, » répondit le reporter. Puis Nab, aidant le marin, disposa la broche et le cabiai, convenablement vidé, grilla bientôt, comme un simple cochon de lait, devant une flamme claire et pétillante. Les cheminées étaient redevenues plus habitables, non seulement parce que les couloirs s'échauffaient au feu du foyer, mais parce que les cloisons de pierre et de sable avaient été rétablies. On le voit, l'ingénieur et son compagnon avaient bien employé la journée. Cyrus Smith avait presque entièrement recouvré ses forces et s'était essayé en montant sur le plateau supérieur. De ce point, son œil, accoutumé à évaluer les hauteurs et les distances, s'était longtemps fixé sur ce cône dont il voulait le lendemain atteindre la cime. Le mont, situé à 6000 environ dans le nord-ouest, lui parut mesurer 3500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Par conséquent, le regard d'un observateur posté à son sommet pourrait parcourir l'horizon, dans un rayon de 50 000 au moins. Il était donc probable que Cyrus Smith résoudrait aisément cette question de continent ou d'île, à laquelle il donnait non sans raison le pas sur toutes les autres. On soupa convenablement, la chair du cabiai fut déclarée excellente. Les sargasses et les amandes de Pain-Pignon complétèrent ce repas, pendant lequel l'ingénieur parla peu. Il était préoccupé des projets du lendemain. Une ou 2 fois, Pencroff émit quelques idées sur ce qu'il conviendrait de faire, mais Cyrus Smith, qui était évidemment un esprit méthodique, se contenta de secouer la tête. « Demain, répétait-il, nous saurons à quoi nous en tenir et nous agirons en conséquence. » Le repas terminé, de nouvelles brassées de bois furent jetées sur le foyer et les hôtes des cheminées, y compris le fidèle Top, s'endormirent d'un profond sommeil. Aucun incident ne troubla cette nuit paisible et le lendemain, 29 mars, frais et dispos, ils se réveillaient, prêts à entreprendre cette excursion qui devait fixer leur sort. Tout était prêt pour le départ. Les restes du cabiai pouvaient mourir pendant 24 heures encore, Cyrus Smith et ses compagnons. D'ailleurs, il espérait bien se ravitailler en route. Comme les verres avaient été remis aux montres de l'ingénieur et du reporter, Pencroff brûla un peu de ce linge qui devait servir d'amadou. Quant au silex, il ne devait pas manquer dans ces terrains d'origine plutonienne. Il était 7h30 du matin, quand les explorateurs, armés de bâtons, quittèrent les cheminées. Suivant l'avis de Pencroff, il parut bon de prendre le chemin déjà parcouru à travers la forêt, quitte à revenir par une autre route. C'était aussi la voie la plus directe pour atteindre la montagne. On tourna dans l'angle sud et on suivit la rive gauche de la rivière, qui fut abandonnée au point où elle se coudait vers le sud-ouest. Le sentier, déjà frayé sous les arbres verts, fut retrouvé,
Et à 9 heures, Cyrus Smith et ses compagnons atteignaient la lisière occidentale de la forêt. Le sol, jusqu'alors peu accidenté, marécageux d'abord, sec et sablonneux ensuite, accusait une légère pente qui remontait du littoral vers l'intérieur de la contrée. Quelques animaux très fuyards avaient été entrevus sous les futaies. Top les faisait lever lestement, mais son maître le rappelait aussitôt, car le moment n'était pas venu de les poursuivre. Plus tard, on verrait. L'ingénieur n'était point homme à se laisser distraire de son idée fixe. On ne serait même pas trompé en affirmant qu'il n'observait le pays, ni dans sa configuration, ni dans ses productions naturelles. Son seul objectif, c'était ce mont qu'il prétendait gravir, et il y allait tout droit. À 10 heures, on fit une halte de quelques minutes. Au sortir de la forêt, le système orographique de la contrée avait apparu au regard. Le mont se composait de 2 cônes. Le premier, tronqué à une hauteur de 2500 pieds environ, était soutenu par de capricieux contreforts qui semblaient se ramifier contre les griffes d'une immense serre appliquée sur le sol. Entre ces contreforts se creusaient autant de vallées étroites, hérissées d'arbres, dont les derniers bosquets s'élevaient jusqu'à la troncature du premier cône. Toutefois, la végétation paraissait être moins fournie dans la partie de la montagne exposée au nord-est, et on y apercevait des zébrures assez profondes qui devaient être des coulées laviques. Sur le premier cône reposait un second cône, légèrement arrondi à sa cime, et qui se tenait un peu de travers. On eût dit un vaste chapeau rond placé sur l'oreille. Il semblait formé d'une terre dénudée que perçaient en maint endroit des roches rougeâtres. C'était le sommet de ce second cône qu'il convenait d'atteindre, et l'arête des contreforts devait offrir la meilleure route pour y arriver. « Nous sommes sur un terrain volcanique », avait dit Cyrus Smith. Et ses compagnons, le suivant, commencèrent à s'élever peu à peu sur le dos d'un contrefort qui, par une ligne sinueuse et, par conséquent, plus aisément franchissable, aboutissait au premier plateau. Les intumescences étaient nombreuses sur ce sol, que les forces plutoniennes avaient évidemment convulsionné. Ça et là, blocs erratiques, débris nombreux de basalte, pierres ponces, obsidiennes. Par bouquets isolés s'élevaient de ces conifères qui, quelques centaines de pieds plus bas, au fond d'étroites gorges, formaient d'épais massifs presque impénétrables aux rayons du soleil. Pendant cette première partie de l'ascension sur les rampes inférieures, Harbert fit remarquer des empreintes qui indiquaient le passage récent de grands animaux, fauves ou autres. « Ces bêtes-là ne nous céderont peut-être pas volontiers leur domaine, » dit Pencroff. « Eh bien, répondit le reporter qui avait déjà chassé le tigre aux Indes et le lion en Afrique, nous verrons à nous en débarrasser. Mais en attendant, tenons-nous sur nos gardes. » Cependant, on s'élevait peu à peu. La route, accrue par des détours et des obstacles qui ne pouvaient être franchis directement, était longue. Quelquefois aussi, le sol manquait subitement et l'on se trouvait sur le bord de profondes crevasses qu'il fallait tourner. À revenir ainsi sur ses pas, afin de suivre quelques sentiers praticables, c'était du temps employé et des fatigues subies. Eh bien, j'espère que toute cette troupe va réussir à grimper jusqu'en haut de ce mont pour découvrir si c'est une île ou si c'est un continent. C'était la lecture de l'île mystérieuse de Jules Verne. Alors, une autre lectrice poursuivra cette œuvre de Jules Verne, ce génie de l'aventure. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à l'équipe artistique et à la réalisation de Voyage au bout de la nuit. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de nuit sur C8 et surtout réagissez, n'hésitez pas. #VBN, j'attends vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt.